Comme beaucoup d'entre vous, je travaille toujours à améliorer mes compétences en tant que créateur. Et dernièrement, l'un de mes grands objectifs a été de développer de meilleures compétences en conception assistée par ordinateur. Après tout, les compétences en conception assistée par ordinateur sont parmi les plus impactantes, offrant le meilleur retour sur investissement que vous pouvez développer en tant que créateur. Malheureusement, je ne peux pas justifier de passer du temps à modéliser des choses dont je n'ai pas réellement besoin, juste pour m'entraîner. C'est pour cette raison que ma méthode d'apprentissage de prédilection consiste généralement à concevoir et à construire les choses dont j'ai réellement besoin pour des projets concrets. Donc, dernièrement, je m'efforce de résoudre de plus en plus de mes problèmes en utilisant la conception assistée par ordinateur. Parfois, cela signifie concevoir des choses en conception assistée par ordinateur, puis utiliser d'autres outils comme des lasers ou des outils électriques pour les construire. Mais le plus souvent, cela signifie intégrer l'impression 3D pour concevoir des solutions totalement personnalisées et uniques à mes problèmes particuliers. Petite note ici, comme je suis un créateur de contenu, beaucoup de ces problèmes impliquent inévitablement la vidéographie et l'équipement de caméra. Mais ne vous inquiétez pas, car je vais quelque part de très intéressant avec tout cela. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 solutions différentes que j'ai récemment conçues pour certains de mes propres problèmes du monde réel. Je partagerai avec vous comment moi, quelqu'un qui n'est pas formé en tant qu'ingénieur, aborde réellement le problème. Et bien que je ne vais pas vous ennuyer avec un tutoriel de conception assisté par ordinateur pour chaque chose que j'ai modélisée, je partagerai quelques-uns des trucs et astuces cool que j'ai appris et utilisés en cours de route, à la fois pour concevoir et pour imprimer ces solutions de manière agnostique en termes de logiciels, afin que vous puissiez les essayer sur vos propres projets. De plus, je vais même glisser quelques mises à jour de projets pour les téléspectateurs réguliers dévoués parmi vous, et je vous dirai comment un travail de conception assisté par ordinateur de 20 minutes m'a fait économiser plus de 100 $. En somme, cette vidéo vise à vous inspirer pour résoudre certains de vos problèmes grâce à la conception assistée par ordinateur et l'impression 3D. Je veux ainsi vous aider à perfectionner vos compétences de créateur, au-delà de l'impression de modèles accessibles. Mais si vous êtes comme moi, vous serez probablement très diverti en regardant un autre créateur résoudre des problèmes, même sans pouvoir vous identifier à ces problèmes. Oh, et au fait, si vous êtes nouveau ici, cette chaîne est dédiée à vous aider à tirer le meilleur parti du hobby qu'est l'impression 3D, que ce soit des actualités de produits ou des tutoriels, des idées de projets. Donc si vous aimez l'impression 3D autant que moi et que vous voulez en apprendre plus à ce sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, d'accord? Allons-y. D'accord, commençons la vidéo ici sur le sol avec l'un des projets dont je suis le plus fier et dont je tire le plus de valeur au quotidien. Donc pour chacun des projets que je vais partager, je veux essayer de décrire d'abord le problème et les défis de conception. Avec celui-ci, le défi que j'essayais de résoudre est un problème dont vous avez probablement vu beaucoup d'autres créateurs de contenu parler récemment. Les trépieds sont super ennuyeux et ils sont gênants si vous bougez constamment et essayez de filmer des choses à différentes hauteurs et sous différents angles. J'ai donc acquis toutes les différentes pièces dont j'aurais besoin pour fabriquer mon propre type de trépied de studio sur un seul support. J'ai toutes ces différentes choses de lumière à réglage rapide. J'ai un support pour mon ordinateur portable. J'ai quelque part ici une tête fluide pour la caméra. Mais à mon grand désarroi, une fois que tout a été installé et assemblé, j'ai constaté que le mécanisme de verrouillage et de pliage des jambes avait trop de jeu, ce qui signifiait que chaque fois que j'appliquais une pression sur le bras de la tête fluide de la caméra, cela faisait pivoter la caméra un peu vers le bas et rendait les images pratiquement inutilisables. Le défi était donc de créer une sorte de renforcement qui ajouterait de la rigidité à l'ensemble sans prendre trop de place ici, car le dernier trépied que j'avais avait des jambes qui sortaient en courbe et je trébuchais toujours dessus. Comme pour tous les projets, et tous les projets en général, j'ai commencé par obtenir les dimensions du poteau, des jambes, tout ce dont j'avais besoin, puis j'ai modélisé les éléments existants en conception assistée par ordinateur pour pouvoir concevoir autour. J'ai passé par différentes itérations, j'ai fait un essai de montage à blanc et toutes ces bonnes choses, puis j'ai essayé de l'imprimer en une seule pièce solide, mais cela a échoué, alors j'ai décidé de vaincre ma peur des assemblages en plusieurs parties, et j'ai divisé ce design en 4 pièces. D'abord un noyau au milieu, puis 3 jambes qui glissent dessus et se fixent avec une sorte de système de clés. Maintenant, cela a plusieurs avantages. D'abord, si l'impression de l'une des jambes échoue,
ce n'est pas aussi grave que si l'ensemble devait échouer. Deuxièmement, parce que les jambes glissent et se retirent, je ne perds pas complètement la capacité de plier cette chose, même s'il faut enlever 6 vis pour le faire. Peut-être que j'aurais suivi les étapes un peu différemment si j'avais décidé de le faire en assemblage dès le début, mais j'ai en fait trouvé vraiment très facile de le modéliser en une seule pièce, puis de le diviser et d'ajouter toutes les différentes caractéristiques d'accouplement dont il aurait besoin plus tard. La leçon à retenir est donc que, bien qu'il y ait probablement toujours une manière plus efficace de faire les choses, en supposant que vous utilisez un programme de conception assisté par ordinateur comme Onshape ou Fusion, qui a un processus de construction non destructif, et la capacité de revenir en arrière et d'avancer dans le temps, il n'y a vraiment pas de mauvaise façon de le faire. Donc, si cela vous convient, faites-le de la façon qui vous est la plus compréhensible. Maintenant, en termes de conception, ce n'était vraiment pas trop difficile, mais il y avait un défi unique que je veux souligner pour votre édification. Ce design mélange des pièces imprimées en 3D et des pièces métalliques qui se rencontrent à différents points tout au long du design, y compris sur le poteau lisse, les jambes et le matériel métallique. Cela signifiait donc que je devais être conscient de quelle tolérance de taille j'utilisais et modélisais à différents points de l'impression. J'avais une tolérance trop serrée sur l'alésage central principal, je devais donc le poncer. La leçon à retenir est donc d'être conscient, non seulement des tolérances, mais aussi de la façon dont les imprimantes 3D ont tendance à réduire certaines dimensions, comme les trous lors de l'impression, et en cas de doute, imprimer un échantillon évidé pour que vous puissiez vérifier vos tolérances. Le seul hic, c'est qu'ils sont chers. 22 $ plus les frais de port pour un ensemble complet est honnêtement tout à fait juste. Ensuite, chaque assiette supplémentaire coûte 14 $ plus les frais de port. Suspendre une 2000 $ au-dessus de la tête en vaut certainement la peine. Mais comme j'ai plus d'une douzaine de petites lumières LED qui coûtent à peine 14 $, et appelez-moi radin parce que je le suis, mais je ne vais pas dépenser 14 $ uniquement pour les plaques supérieures de mes lumières et microphones. Heureusement, j'ai réalisé que je peux simplement commander de très petites vis hexagonales de 24 de pouces sur AliExpress pour moins d'1 $ chacune, puis modéliser mes propres plaques en utilisant un pied à coulisse pour recréer soigneusement chaque caractéristique exactement telle qu'elle apparaît. Au début, je n'étais pas sûr que ces derniers résisteraient à la pression que le mécanisme à ressort exerce sur cette lèvre. Et cela a présenté un défi intéressant. Si je devais imprimer ces derniers dans l'orientation la plus évidente avec la grande surface plate vers le bas sur la plaque de construction, j'orienterais les lignes de couche de la pire manière possible, invitant la pièce à échouer. J'ai donc fait 2 choses à la place. Deuxièmement, j'ai choisi de les imprimer debout sur leur côté avec des supports en forme d'arbre. Maintenant, je sais que cela semble fou d'imprimer ces objets sur littéralement la plus petite surface possible, surtout en utilisant un matériau qui est connu pour ses problèmes de déformation et d'adhérence au lit. Mais si je veux la pièce la plus solide possible, c'est comme ça que ça doit être. Et j'ai une arme secrète dans ma manche que je partagerai dans 1 minute sur la façon dont j'ai réellement réussi à les maintenir sur la plaque de construction avec succès. Eh bien, je suis très heureux de signaler que mes efforts ont porté leurs fruits car j'utilise mes propres versions faites maison de ces plaques à clip et elles fonctionnent à merveille. L'ajustement est pratiquement parfait, même s'ils n'ont pas le même clic métallique satisfaisant que l'original. Et ils ont vraiment très bien résisté pour le matériel de poids plus léger, comme les microphones et les LED. Et ne vous méprenez pas, j'utiliserai toujours les plaques arrière métalliques d'origine pour mon appareil photo et mes lumières plus imposantes. Mais maintenant, j'ai plein de ces plaques arrière pour ajouter des plaques de libération rapide au matériel de poids plus léger dans tout le studio. D'accord, je déteste vraiment vous montrer encore plus de désordre, mais il n'y a pas vraiment d'autre moyen de vous montrer cela. Alors, que diriez-vous d'une autre vidéo de studio avant de passer à la suite? Maintenant, avec toutes mes lumières et microphones montés en toute sécurité au-dessus de ma tête, grâce aux adaptateurs de Hot Clock, j'avais plus de câbles que jamais auparavant que je devais acheminer. Câble de microphone, câble d'alimentation, le câble de chargeur occasionnel si j'utilise mon téléphone en vue aérienne pour un time-lapse. Dans le passé, j'ai utilisé ce genre de sangle velcro pratique pour fixer les câbles aux différents trous autour du studio et ils sont super si vous voulez que le câble soit fixé en place, mais dans mon cas, je bouge toujours ces bras,
déplaçant des choses, ajustant les angles de tous ces différents bras. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le velcro, je devrais complètement me détendre. Toutes les différentes sangles chaque fois que je devais déplacer des choses, ce qui était si ennuyeux que je finissais par laisser les câbles tomber par terre. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai vraiment pas besoin de plus d'excuses pour faire un désordre, donc ce dont j'avais vraiment besoin était une série de clips qui se fixeraient solidement sur le poteau, tout en permettant au câble lui-même de glisser d'avant en arrière lorsque j'ajuste les bras. Donc, je suis allé sur Onshape, j'ai modélisé un clip rapide avec les dimensions exactes dont j'avais besoin, et puis, pour faciliter le déplacement de ces éléments si nécessaires à l'avenir, j'ai esquissé quelques petites pièces de préhension que vous voyez à l'écran, en faisant absolument attention à ce qu'elles ne dépassent pas plus de 45 degrés de la plaque de construction lors de l'impression. J'ai ensuite utilisé la fonction de révolution pour les ajouter à la pièce. D'un côté, puis j'ai utilisé une autre fonction de révolution, cette fois avec un décalage de départ, pour les ajouter de l'autre côté sans qu'elles n'apparaissent au milieu du parc. J'ai ensuite imprimé toute une bande de ces choses en PETG parce qu'ils se plient bien, mais ils souffrent aussi moins de déformation par rapport à quelque chose comme le PLA. Et ils ont réellement fonctionné. En fait, ils ont tellement bien fonctionné que j'ai décidé de modéliser deux autres versions pour les varipoles debout que j'ai ici dans mon studio, qui ont un diamètre différent en haut et en bas. J'ai également utilisé la fonction de texte intégrée dans Orca Slicer pour ajouter du haut et du bas, car je trouve beaucoup plus facile d'ajouter du texte à une surface courbée dans le trancheur qu'en Onshape. Maintenant, il faut admettre que ceux-ci sont un peu moins réussis, en partie parce que les varipoles sont incroyablement lisses et que les choses glissent beaucoup. Et aussi en partie parce que je pense que j'aurais dû modéliser ceux-ci pour être proportionnellement plus épais lorsque j'ai agrandi le design. Il fonctionne, mais je pense que je pourrais épaissir les parois à l'avenir pour qu'ils se fixent un peu plus fermement, du moins sur les varipoles. Maintenant, à ce stade de la vidéo, vous vous demandez peut-être, Jonathan, c'est la deuxième fois que nous vous voyons imprimer des choses avec une surface de contact minimale sur la plaque de construction, et vos pièces ne se détachent pas ou ne fonctionnent pas, même lorsqu'elles sont imprimées en polycarbonate notoirement difficile. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, changeons de sujet, sans jeu de mots, et parlons de mon projet de recyclage d'impression 3D Cauchemar en cours. Comme vous vous en souvenez peut-être, si vous avez vu le dernier épisode de cette série, j'ai vraiment du mal avec les bouchons sur mon filament recyclé et aucun lavage ou agitation avec un aimant ne semble suffisant. Au fil du temps, j'ai réalisé qu'une grande partie de mon problème ne vient pas de la contamination dans les anciennes impressions 3D, mais en réalité, des petits morceaux de copeaux de bois et de flux de soudure qui tombent du design lorsque le moteur exerce des forces incroyables sur le broyeur. Pour résoudre cela, j'ai décidé de simplement modéliser un entonnoir personnalisé qui canaliserait le plastique broyé directement de la passoire dans un trou dans le bac en plastique, tout en gardant tous ces petits copeaux de bois et flux de soudure à l'extérieur sur le couvercle lui-même. Pour ce faire, j'ai sauté dans Onshape, où j'avais déjà le modèle conception assisté par ordinateur pour le broyeur. J'ai décalé la face de la hauteur souhaitée, puis j'ai dessiné un cercle du diamètre souhaité, puis j'ai utilisé la fonction Loft pour connecter A à B. Après, j'ai utilisé la fonction coquille pour faire une étagère. Je suis passé par plusieurs itérations, certaines ne correspondant pas du tout, certaines étant trop lâches, avant de réaliser que je n'allais jamais l'obtenir exactement avec le tamis. En partie parce que le tamis n'est plus carré à cause de tous les abus, mais aussi parce qu'il y a des soudures dans le coin. Alors, à la place, je suis retourné dans Onshape et j'ai modélisé un manchon adaptateur pour aller sur la version plus petite de l'entonnoir. J'ai ensuite utilisé la fonction booléenne pour découper la forme exacte de l'entonnoir et j'ai ensuite volontairement fait les murs extérieurs trop grands. J'ai ensuite imprimé cela dans le 90A très mou de Polymaker avec seulement un mur extérieur de 0,6 mm et un remplissage assez peu dense pour qu'il ait ce supplément de souplesse. Et ça a réellement fonctionné. La manchette est maintenant bien maintenue en place tout en restant amovible et même lorsque le broyeur est en mouvement, elle ne vient pas frapper. Et comme vous pouvez le voir,
Tous ces petits morceaux de bois et tout ce flux de soudure tombent maintenant à l'extérieur de la poubelle, ce qui, espérons-le, suffira à garder mes morceaux de filament assez propres pour que je puisse les extruder en filaments. Mais malheureusement, c'est loin d'être le plus gros problème que j'ai réellement avec le broyeur. Mon plus gros problème avec le broyeur est double. Et je pense que les deux problèmes sont liés. Premièrement, la friction à la fois sur le plastique sur l'acier et l'acier sur lui-même, à cause de mon broyeur imparfaitement fabriqué, provoque une quantité de chaleur insensée, comme faire fondre le PLA en niveau de chaleur de bouillie, ce qui fait qu'il ne pousse pas réellement les fils à travers, mais plutôt tout pétri en pâte. Et deuxièmement, même lorsque le broyeur est relativement froid, le matériau ne passe tout simplement pas assez rapidement à travers le tamis. Ce broyeur est conçu pour des trous de 8 mm, mais ceux-ci sont trop grands pour ma configuration d'extrudeuse. Donc j'ai remplacé le tamis par un de 4,5 mm. Le matériau continue de s'accumuler au lieu de passer à travers les trous, ce qui entraîne une accumulation de chaleur dans le matériau, aggravant ainsi mes problèmes. Pour résoudre cela, je voulais tenter une solution unique pour les deux problèmes. Je me suis dit que si je pouvais faire passer la chaleur tout en créant une pression négative suffisamment importante à l'intérieur de la trémie, peut-être, juste peut-être, je pourrais expulser le matériau assez rapidement pour réellement prévenir une accumulation significative de chaleur et de matériaux, ou du moins prolonger mon cycle de travail de quelques minutes à des sessions d'une demi-heure. Je voulais initialement utiliser un ventilateur de conduit de 4 pouces, mais il manquait de puissance. Alors à la place, j'ai pris un de ces fantastiques ventilateurs de style turbine de 12 volts que j'ai découvert à service mobile d'urgence et de réanimation l'année dernière. Ces petits gars sont géniaux. Ils déplacent une quantité impressionnante d'air malgré leur petite taille et leur compacité. Donc, pendant que j'y étais, vous pouvez voir que j'ai reconstruit entièrement la trémie pour qu'elle soit une descente directe, et je l'ai rendue nettement plus petite à l'intérieur pour qu'il soit plus facile de créer une pression négative à l'intérieur, et le filament a moins de place pour se balader. Il était donc temps de construire une sorte d'adaptateur pour monter réellement cette chose. Malheureusement, elle est conçue de manière à ce que le flux d'air aille dans la direction de la carte de contrôle et inverser les polarités des fils ne change pas la direction du flux d'air, cela grille juste la carte. Demandez-moi comment je le sais. Donc, le défi ici était de concevoir quelque chose pour monter la turbine sur le dessus de la trémie qui est amovible mais qui achemine également en toute sécurité les câbles loin de la carte de contrôle tout en protégeant simultanément la carte des particules de plastique volantes. Encore une fois, c'était assez simple à concevoir. Parce que j'aurais besoin d'une lèvre en bas pour le fixer au plexiglas, j'ai fait cela en utilisant la fonction de rotation, mais en rétrospective, il aurait probablement été plus facile d'extruder la forme principale du corps verticalement, puis de s'occuper de la rotation de la lèvre inférieure, car c'était un peu pénible de revenir ensuite et de découper le canal du câble et d'ajouter une sorte de gaine extérieure une fois que tout était fait, mais peu importe. Pendant que j'y étais, j'ai aussi modélisé un joli petit bouton ici que je peux utiliser pour fixer le potentiomètre de contrôle afin qu'il soit bien en place. Comme vous pouvez le constater, cela a parfaitement fonctionné avec même une lèvre à l'intérieur pour empêcher le moteur de glisser dans le broyeur. Mais vous vous demandez peut-être comment protéger le PCB à l'intérieur contre les éclats de plastique volants. Eh bien pour cela, j'ai, une fois de plus, simplement utilisé le trancheur plutôt que le conception assistée par ordinateur. Parfois, particulièrement lorsqu'il s'agit de modéliser des choses comme un maillage, il est bien plus facile de laisser le trancheur s'en occuper. J'ai donc simplement ajouté un cercle du diamètre dont j'avais besoin et de la hauteur que je voulais, et j'ai joué avec le remplissage jusqu'à ce que les trous soient assez petits pour protéger le PCB. Bien plus facile que de modéliser le maillage dans le trancheur. Quant à savoir si cela a résolu mon problème, le verdict n'est pas encore tombé. Il pousse certainement une tonne de chaleur à travers le broyeur, et quand je le fais fonctionner, particulièrement si le broyeur fonctionne en marche arrière, je remarque une quantité accrue de matière qui sort réellement du simulateur. Le problème ici est que les prises de baril que j'avais sous la main ne sont pas du tout d'un calibre suffisamment élevé pour quelque chose qui consomme autant d'ampérage que ce ventilateur. Donc, ils chauffent comme des fous, et je ne peux pas vraiment laisser le ventilateur fonctionner constamment. Donc, je lutte toujours avec la chaleur et l'accumulation de matière. J'ai en fait commandé une meilleure prise de barillet,
Mais en attendant, si l'un d'entre vous a des idées sur la façon dont je peux améliorer le débit du broyeur et réduire la chaleur à l'intérieur, je suis définitivement tout oui. Voilà donc quelques-uns des petits défis de conception et projets auxquels je me suis attelé récemment dans le studio. J'espère vraiment qu'ils étaient instructifs et que vous avez réellement appris quelque chose que vous pouvez maintenant utiliser pour vos propres projets dans un futur proche. Et hey, faites-le moi savoir soit en appuyant sur le bouton j'aime ci-dessous, soit dans les commentaires ci-dessous, que je lis tous sans exception, si vous aimez ce type de vidéo. J'ai en fait un tas d'autres projets qui ne rentrèrent pas tout à fait dans celui-ci, mais si cette vidéo se passe bien, je serais ravi de faire plus de vidéos comme celle-ci à l'avenir. C'est tout pour cette semaine, mais je vous verrai tous la prochaine fois.